Madame Pauline n'est pas la femme de Benarchat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Des scalpeurs de nazis, une super-héroïne de l'espace, un cinéma en feu et un piano à orgasme, deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films épisode 20. Bonjour Benjamin. Salut Thomas. Est-ce que tu es content des films d'aujourd'hui ? Oui. Oui, très. Oui. Toutes les 2 semaines, on parle de deux films qui soit n'ont rien à voir, soit se ressemblent beaucoup, on varie un petit peu. On les compare, on les décortique pour trouver des points communs, des points de divergence, et puis on fait des digressions pour parler de tout et n'importe quoi en lien avec ces films, en lien avec le cinéma. Et si le podcast vous plaît, bien évidemment, vous pouvez le liker, commenter et le partager sur les réseaux sociaux, en parler à votre famille, à vos amis qui aiment le cinéma. Et vous pouvez nous écouter sur Spotify ou sur n'importe quelle application de podcast et nous regarder sur YouTube, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler de Inglourious Basterds de Barbarella également, qui sont deux films que j'aime beaucoup, pour lesquels j'ai beaucoup d'affect. Inglourious Basterds, c'est mon Tarantino préféré notamment. Et Barbarella, j'avais surtout envie de te le faire découvrir, Benjamin. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Par le passé. Voilà, j'en ai vu des bouts, mais jamais en entier. Voilà. Et donc tu l'as découvert, mais pour l'instant tu vas nous parler de Inglourious Basterds. De quoi ça parle ? Alors on est dans une France en guerre, sous occupation allemande, et on suit un commando de soldats américains qui s'appelle les Bâtards, alors qui est composé exclusivement de soldats juifs, et qui sont menés par le lieutenant Aldo Raine, incarné par Brad Pitt, Aldo Lapache, qui a un très fort accent et une très forte envie de scalper des nazis. Exactement. Voilà. Et en parallèle, on va suivre le récit de la vengeance de Shoshana, qui est une jeune femme juive qui a vu sa famille se faire tuer par le colonel SS Hans Landa, et qui a une occasion en or de pouvoir se venger et de peut-être mettre un terme à la guerre, carrément. Carrément, voilà. On est surtout sur un récit fictif. C'est une uchronie. Voilà, une uchronie, exactement. Une uchronie qui est une modification d'événements historiques avérés. Voilà. Comme l'a été Once Upon a Time in Hollywood quelques années plus tard. C'est ça, voilà. C'est pas que c'est romancé, c'est vraiment, ça change l'histoire. Ouais, complètement. Et on peut faire difficilement plus radical comme uchronie. On va essayer de pas trop spoiler, parce que sûr. c'est quand même un film facilement spoilable, on parlera plus tard. Voilà. Après, qui est quand même très très populaire, donc c'est peu probable que vous ne l'ayez jamais vu. On espère, on espère. Découvrez-le si jamais c'est pas le cas. Et l'autre film, du coup, Barbarella. Et l'autre film, c'est Barbarella, c'est un film de 1968. Alors, à l'origine, Barbarella, c'est une bande dessinée de science-fiction pour adultes. Le personnage est globalement inspiré des traits de Brigitte Bardot, et c'est une femme forte, indépendante et à la sexualité affirmée, assez débridée. Du moins, c'est un peu la vision qu'on en avait dans les années 60, on va dire. Et donc un jour, il y a un producteur italien qui s'appelle Dino De Laurentiis, qui a acheté les droits de cette BD, qui a voulu en faire un film, et qui a engagé Roger Vadim pour le réaliser. Donc le film sort en 1968, et c'est la même année que 2001 Odyssée de l'espace, et que La planète des singes, donc c'était une année chargée en science-fiction. C'est ça. Et donc avec comme actrice principale Jane Fonda. L'histoire de Barbarella commence dans l'espace, dans son vaisseau spatial, où après avoir enlevé sa combinaison, elle passe une visioconférence avec le président de la Terre qui l'avertit qu'un terrien nommé Durand a mis la main sur le Polyrayon 4 et met en danger l'équilibre de l'amour éternel. Elle met donc le cap sur la planète Sogo, où il se cache. Elle se crache, se fait capturer par des enfants, se fait sauver par un homme qui veut coucher avec elle pour l'avoir sauvée. Elle accepte. Le type répare le vaisseau. Elle se crache à nouveau plus profondément dans la planète et atterrit dans le labyrinthe au pied de la cité de Sogo. Elle se fait sauver par un ange qui s'appelle Pygar. Elle couche avec lui parce qu'il l'a sauvée. Ils s'envolent ensuite pour la cité où ils se font capturer. Elle se fait sauver par un autre homme qui s'appelle Dildano. Elle couche avec lui. En utilisant par contre cette fois-ci la mode, la technique à la mode. C'est-à-dire on prend une pilule, on se touche les doigts et on a fait l'amour pendant 1 minute et c'était génial. Torride. C'est hyper torride. Et elle trouve ensuite Durand qui la capture. Il essaie de la tuer en la torturant avec son piano à orgasme, mais elle a un orgasme tellement puissant qu'en fait elle fait brûler le piano. Et ensuite elle va retrouver la Reine Noire qui est en fait le tyran de cette planète. Elle arrive à la convaincre de se retourner contre Durand. La planète est détruite, mais Barbarella, Pygar et la Reine Noire s'envolent pour
probablement faire un plan à 3. Les années 60. Et c'est l'idée du film globalement. C'est, on va dire, un joyeux bordel. Est-ce que tu es content d'avoir découvert ce film au moins ? Ah bah c'est quand même une pièce de science-fiction, je dirais pas unique, mais ça fait partie de ces films presque précurseurs. C'est là vraiment de la SF à l'ancienne, vraiment très loufoque, où on va dire le lore n'a pas vraiment, ne cherche pas à avoir une cohérence particulière, ou vraiment établie, c'est-à-dire que on empile un peu les concepts par-ci par-là, c'est très fantasque. Voilà, c'était un peu comme la science-fiction de l'époque. Et comme tu as dit, c'est un peu à l'opposé de ce que pouvait être La planète des singes. Ouais, Était, et 2001, qui voilà. était très premier degré, très sérieux. Voilà, où je prends La planète des singes parce qu'il y a, au final, très peu d'éléments de science-fiction, si c'était le concept de base. Et là, voilà, là c'est très... ça part presque dans tous les sens, quelque part. Il y a beaucoup de visuels, un peu voilà. des visions très étranges dans l'écran du vaisseau, en fait. Ouais, voilà, bon, est-ce que c'est des perspectives artistiques ou juste le côté un peu cheapos du film ? Parce que oui, le film est un peu cheapos, mais c'est ce qui fait son charme. Il est rétro-kitschouille, comme voilà. disait François Terrel, le fossoyeur de film. D'ailleurs, le personnage de Barbarella me fait un peu penser à celui de Laureline, dans Valérian et Laureline, dans ce côté science-fiction un peu à l'ancienne, bon, surtout que c'est 2 BD françaises, donc... Alors, le truc, c'est que, en tout cas dans le film, Ouais. Barbarella est beaucoup plus potiche. Elle sert Ah oui, pas à grand-chose. En fait, elle a non, 2 ou 3 prises d'initiative, non. mais elle va principalement, on va dire, satisfaire les égos des mecs et Ouais. réussir, par exemple, alors Dildano, Oui. avec ce nom absolument incroyable, il a plein de machines qui ne marchent plus, un petit peu comme une masculinité perdue, qu'il retrouve en fait C'est ça. après avoir couché avec Barbarella, où d'un seul coup tout remarche, ou pareil, Pagar, C'est ça, qui ne peut plus voler et qui d'un seul coup c'est ça. a un relan d'énergie. Ça m'étonne qu'il ait pas retrouvé la vue aussi. Parce que c'est il est aveugle dans le film. Oui, il est on aveugle, l'a tout à précisé. Voilà, il est aveugle, il ne peut plus voler. Ce qui lui donne une bonne excuse pour pouvoir palper Ah oui. Barbarella dans cette scène un peu On sait que tous les un peu aveugles, cringeos, mais tous les aveugles, ils font genre. ouais, c'est ça. Non mais voilà. Et c'est vrai qu'elle se fait un peu transporter comme un objet, mais presque en Ouais, fait. ouais. Hein. En plus, il y a le côté, elle change de tenue toutes les Oui. 15 minutes. Alors d'un côté, ça peut être sympa parce que voilà, ça varie au moins le look de l'héroïne, mais c'est souvent une excuse pour un peu la foutre à poil. Oui. Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est les années 60. C'est très, c'est le mari qui filme sa femme à l'écran, donc forcément, il en profite un peu entre guillemets. Enfin, c'est C'est vrai que quand on y porte un regard aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de scènes qui sont un peu pas forcément problématiques, mais assez. c'est gênant quoi. Ouais, un peu- c'est voilà. gênant. Mais bon, Et ça, c'est un truc qui m'intrigue justement, c'est qu'il y a un remake de Barbarella qui est en production. Alors oui, encore un remake, mais bon, pour un film qui une a... réadaptation de voilà, la BD originale. une réadaptation, voilà, pour un film qui a 50 ans, à la limite, c'est pas très très grave. Mais là, d'en faire une relecture, du coup, actuelle et sûrement féministe et tout, ça peut être intéressant. Moi, est-ce qu'ils vont le faire premier degré ou est-ce qu'ils vont le faire en critiquant un peu, entre guillemets, tu sais, le faire vraiment à l'ancienne, mais second degré je sais pas, mais ça peut être intéressant si c'est bien fait. Normalement, il faudrait garder un ton second degré si ça Ah adapte oui. la bande dessinée. Oui. Après, c'est avec Sydney Sweeney, qui a Oui. quand même pas mal d'engagements féministes, même s'il y en a beaucoup qui sont contentes d'avoir une actrice comme Sydney Sweeney, en Oui. mode enfin une nouvelle actrice blonde de gros seins. Oui, ça la réduit souvent à sa plastique, si- alors que c'est une bonne actrice, quoi. Non, mais c'est surtout s'il Mm. connaissait un petit peu ses engagements et tout, Oui. et s'il affrontait en 1v1 au MMA, il se prendrait une sacrée raclée. Elle fait du MMA. Ah, ok, je me suis dit... ok, d'accord. Voilà, non mais c'est une femme plus moderne, on va dire. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien parce qu'elle a fait... c'est comme là, elle a sorti un film en 2024. Enfin, elle a sorti. Elle joue dans un film qui s'appelle Immaculée, Mhm. qui est un film d'horreur, peut-être que vous l'avez vu. Et en fait, elle joue dedans et elle le produit. Parce Ok. que maintenant, vu qu'elle a joué dans Euphoria, tout ça, elle peut produire certains projets. Et en fait, c'est un projet dans lequel elle voulait jouer depuis un moment. Sauf qu'à l'époque, ça ne s'était pas fait. Et du coup, maintenant qu'elle a un certain star power, une certaine notoriété, ça a pu se faire. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant quand des acteurs peuvent reprendre en main des projets juste par leur propre présence à l'écran. Ce qui est important de mentionner par contre, c'est que Jane Fonda, depuis, a eu beaucoup d'engagements féministes Oui. et beaucoup d'engagements pour des causes humanitaires. Et
Elle a pas, je sais pas si elle a vraiment regretté ce rôle de Barbarella, mais c'est vrai que ça fait un peu tâche, Oui. du coup, par rapport à ses engagements actuels. Si on en vient au sujet principal de cette émission, qui est donc de trouver des points communs entre Inglourious Basterds et Barbarella, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même pas mal de points qui vont être intéressants à noter. Le premier point, ça va être notamment la scène la plus marquante des films. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans Inglourious Basterds ? Ah, c'est dur. Non, la scène. Ok. Genre, quand tu repenses à Inglourious Basterds, tu penses à une scène. C'est la scène où l'ours juif, donc le... Pas du tout. The Bad Jew. Ah, tu C'est parles... vraiment pas ce point sur lequel je voulais t'amener. Non, c'est vraiment l'introduction. Moi, vraiment, le truc auquel je pense, c'est vraiment cette introduction avec Christophe Waltz qui arrive dans la ferme. Dans la ferme. Ouais. Et la scène qui t'a le plus marqué dans Barbarella... je vais dire que c'est l'intro aussi. Voilà, ah, s'il te plaît. Oh, c'est bizarre. L'introduction, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ouverture de ce film ? En gros, c'est Barbarella en apesanteur qui se dessape. Enfin, c'est ça. Voilà. C'est une scène de striptease en fait. Je m'y attendais pas, je t'avoue, d'entrée de jeu là. D'accord, bon. Ok. Pourquoi pas. Et puis un striptease intégral qu'on va pas forcément trop illustrer non plus. Non. Pour la version vidéo. Mais c'est vrai que d'un coup, comme ça, je me suis dit, dans les années 60 et tout. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Barbarella arrive en 1968 et en 1966, il s'est passé un événement important pour le cinéma qui est la suppression du code HAYS, H-A-Y-S, qui en gros était un code non officiel des producteurs de cinéma qui était de la giga-censure. Ouais. En gros, on ne pouvait pas montrer la violence qu'on voulait, on ne pouvait pas montrer des scènes érotiques, on pouvait pas, ou alors il faut que ce soit pas explicite, ou alors il y avait beaucoup de normes pour que tout le cinéma soit très aseptisé. C'était un code ultra raciste aussi. Et donc Barbarella arrive 2 ans après ça, et donc on a un cinéma, c'est notamment l'arrivée du cinéma d'exploitation, et où on peut faire un peu plus ce qu'on veut. C'est vraiment c'est la liberté, et notamment Quentin Tarantino, quand on parle de Inglourious Basterds, il aurait pu faire aucun de ses films si le code HAYS était encore appliqué aujourd'hui. Non. Donc c'est aussi, en fait, Mais il aurait sa place dans la nouvelle vague, par contre. Bien sûr. Parce qu'il s'en inspire beaucoup. Mais le cinéma de Tarantino est totalement hérité de cette vague-là, du cinéma d'exploitation qui arrive et qui fait totalement ce qu'il veut, avec une violence décomplexée. Et ce qu'on retrouve notamment dans ce film, pas mal de violence envers des nazis. Oui. Donc, mais pas que. Malheureusement. En termes de thématique, on a, dans les 2 films, on lutte contre un empire tyrannique. C'est ça, c'est 2 films de guerre. Alors, Barbarella plus indirectement, on va dire. Mais dans les 2 cas, il s'agit d'avoir une équipe où Barbarella, c'est une héroïne, mais elle fait appel à plusieurs locaux, on va dire, sur son chemin, pour parvenir à un objectif qui est de récupérer ou de tuer une figure importante de l'armée ennemie. Voilà, donc avec la découverte, l'adaptation au terrain qui s'ensuit, et les différentes péripéties, les morts aussi, enfin, c'est pas de tout repos. Surtout, il y a tout un aspect de révolte populaire dans Barbarella, un soulèvement mené par Dildano. On n'arrive pas à prononcer son nom en restant sérieux. Non. Mais Dildano mène une révolte contre la Reine Noire, contre Durand-Durand. Dans Inglourious Basterds, c'est la même idée du peuple opprimé qui se retourne contre son agresseur, et notamment cette équipe de juifs qui se venge des nazis. C'est donc, ça. Et Shoshana. Et avec notamment l'ours juif, la fameuse scène d'arrivée de l'ours juif, où pour ce rôle, Hilary Ross, il a soulevé de la fonte comme pas possible, il a doublé de volume. C'est ça. Tout ça pour fracasser les têtes à coups de batte de baseball. Et bien ça valait le coup. Voilà. Je sais pas si tu as remarqué ou si tu as fait le rapprochement, mais justement ce nazi qu'il tue dans cette scène où il fait monter un peu la sauce, où il arrive en faisant claquer sa batte sur le mur et ensuite il apparaît. L'acteur qui joue ce nazi, c'est aussi l'acteur qui joue le nazi dans OSS 117. Le Caire, enfin le premier quoi. Oui. C'est lui. Oh, j'ai eu un flash, effectivement. C'est lui. Silence Lokhtar. Voilà, c'est le même acteur. Ok. Voilà, c'est marrant de le voir dans 2 rôles similaires, dans des genres diamétralement opposés. Mais voilà, c'est lui. On a également comme thématique qui revient, la thématique du traumatisme, la thématique de la vengeance. Et notamment le personnage de Pygar qui a été opprimé par la Reine Noire et tout ça, qui du coup va chercher à se venger. Alors ça reste un personnage très pacifiste qui oublie les actes violents, tout ça. Et
dans Inglourious Basterds, on va avoir le personnage de Emmanuel, donc de Shoshana, qui va se venger de Hans Landa. Ouais, c'est ça. Et avec cette scène du dîner avec Goebbels, qui est incroyable. Enfin, la tension est folle quand même. Ça. Parce qu'en fait, pour resituer un peu, donc Shoshana qui se fait passer pour Emmanuel, voilà, pour cacher ses origines juives, elle tient un cinéma dans Paris, et il y a un soldat allemand qui est une vedette, parce que c'est un héros de guerre reconverti acteur, qui s'éprend d'elle, et il propose que son cinéma accueille une projection d'un film où il y aura tout le gratin, pas le gratin, tous les hauts placés de l'armée allemande, et du coup elle se retrouve à des dîners avec des hauts placés, donc Goebbels et compagnie, et Hans Landa qui a tué sa famille au début du film. Donc forcément c'est une scène très tendue, parce qu'elle est forcément elle est en état de panique, hein, ça se comprend. Il y a tout ce moment, voilà, elle échafaude un plan pour que son cinéma devienne un piège, et elle se fait aider par Marcel. Oui, c'est ça, c'est Marcel. Oui, c'est Marcel. Ouais, c'est ça. Qui est donc son projectionniste, et qui est noir, qui est aussi une minorité justement, qui est opprimée par les nazis. Il y a cette phrase justement où Hans Landa lui demande si c'est elle qui peut projeter le film le soir de la projection. Ce qui est dit, je veux pas que Goebbels ne voudrait pas que la réussite ou l'échec de sa soirée soit des fêtes d'un homme noir, quoi. Alors c'est pas ce mot-là qu'il emploie. Non, mais justement... c'est plus violent. Voilà. Dans les films de Tarantino, on a souvent, notamment dans Django, on a souvent entendu le N-word. C'est ça. Et là, du coup, dans ce film, on l'entend en français. Ouais. C'est toujours. Ça fait mal. C'est pas. Ah, c'est des nazis, quoi. Ouais. C'est toujours. Forcément, ça écorche un peu les oreilles. Mais et tant qu'on y est sur Hans Landa, évidemment, on est obligé de souligner que Christophe Waltz, il le joue à merveille, hein. C'est une vraie... Il est incroyable. C'est une vraie saloperie, ce mec. Bon, il a gagné un Oscar pour ça, donc c'est pas rien. Mais ouais, c'est un des meilleurs méchants des films de Tarantino, si ce n'est du cinéma moderne. Et justement, Tarantino est très très fier de son personnage. Dans le film, il dit c'est le meilleur méchant que j'ai jamais écrit. Il avait enfin son Dark Vador à lui, comme il disait. Il faut savoir qu'à l'époque, Christophe Waltz n'était pas du tout connu. Non. Et il est vraiment arrivé sur le plateau en anonyme. Et justement, pendant les répétitions et les lectures de scénario, Tarantino lui avait demandé de jouer à 30% de ses capacités. Ce qui fait que même Brad Pitt était allé voir Tarantino en mode mais c'est qui celui-là, il joue pas bien et tout. Parce que, le casting avait été très compliqué. Parce qu'il fallait trouver un acteur qui parle parfaitement anglais, allemand, plutôt bien français et italien. Ouais. C'est important l'italien. Enfin, même son français est très bon. Même son français est très très bon. Je crois qu'il le joue moins bien. Ouais. Mais ouais, dans son italien on dirait... Et qui en plus joue bien et soit très performant. Et notamment, il y a pas mal de scènes. La scène dans le hall du cinéma, tu sais, quand il se met à rire et tout, c'était complètement improvisé. En fait, Tarantino lui avait dit vas-y, lâche-toi en gros, sois ton personnage. Et personne ne savait trop ce qu'il allait faire. Et tout le monde était surpris et impressionné de sa performance. Ce qui nous amène au point suivant, qui est l'importance des langues dans le film. La VF de Barbarella a été faite en partie, donc Jane Fonda s'est doublée elle-même, c'est ça. Et une grande partie du casting s'est doublé soi-même aussi. Oui, parce qu'il y a des acteurs français et anglophones. C'est ça, en fait le film a été tourné en anglais, il me semble. Il a été tourné en Italie, et c'est un film produit par des Français. Voilà. C'est franco-italien, anglais. C'est un joli melting pot. Et ce qui fait que, notamment, j'ai voulu qu'on le regarde en VF, parce qu'on l'a regardé ensemble, et avec Barbarella qui a un accent anglais dans tout le film, je trouve ça assez dingue. Mais c'est marrant, parce que du coup, ça lui donne encore plus le côté... ça renforce en fait son côté étranger à cette planète-là. Ça la rend encore plus à part. Donc en soi, c'est une bonne chose. Et pour le coup, Inglourious Basterds, faut pas le regarder en VF, faut le regarder en VO, parce que justement le fait que certains personnages parlent allemand, d'autres non, certains anglais, d'autres en français, ils switchent dans une même conversation. C'est une grande importance, parce que si vous le regardez en VF, alors je l'ai jamais vu en VF, mais de ce que j'ai vu, en fait, si les personnages parlent en français, forcément c'est en français, en allemand c'est en allemand, en italien c'est en italien, mais dès qu'ils parlent en anglais, c'est en français. Oui. Ce qui n'a pas de sens. Notamment dans la scène d'introduction, où ils switchent du français à l'anglais. Oui. Et ils font comment du coup ? Je sais pas. J'ai pas regardé la VF. Ah, mais ils ont dû les laisser en anglais, je pense. Non, je sais pas. Honnêtement, ça... C'est logique pour le coup, mais... Pour le coup, on a parlé plein de fois de la VF et tout, et je suis pas du tout contre, mais
pour ce genre de film, Ça, c'est spécifique, c'est vraiment une exception. Voilà, ce genre de film, c'est compliqué de les regarder en VF. Parce que vous êtes justement être plus troublé qu'autre chose. Voilà, si vous avez du mal à les sous-titres, ça parle quand même pas mal français, donc ça parle 30% de chaque, je dirais, plus ou moins. Il y a une grande variété des langues. C'est ça. Et notamment, il y a différents types de cinéma à l'intérieur. Oui. Dans le sens où on retrouve un cinéma très américain et un cinéma très français. Et ce que disait Tarantino pendant le tournage, c'est que lui, il parle pas français. Bon, il a fait traduire les dialogues, mais il parle pas français. Avec notamment les actrices qu'il a choisies, donc notamment Mélanie Laurent, qui joue un style de jeu très français dans le film. Et on a vraiment une dualité de cinéma, pour le coup, à l'intérieur du film, entre des acteurs très américains qui surjouent comme ça. Brad Pitt, il est incroyable. Il est incroyable. Et un jeu plus français, plus sur la retenue. Notamment dans la scène d'introduction, c'est assez frappant. Avec Denis Ménochet. Denis Ménochet, évidemment. Voilà. Et on parlait de Hans Landa, qui est un très bon français, mais Daniel Brühl, qui joue le soldat Zoller, parle très bien français aussi. Effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, alors dans les bonus du Blu-ray de Inglourious Basterds, on peut voir en intégralité, ça dure 7 minutes, le film Le héros de la nation, qui est diffusé dans le cinéma, dans la scène de fin, dans le film, et qui a été réalisé, alors non pas par Goebbels, ça n'est pas lui qui a réalisé le film, c'est Eli Roth. Il est sorti de sa tombe comme ça. et qui est très bien fait, pour le coup, pour un film de propagande allemande. On y croit vraiment, et ça marche très bien. Tu parlais de cinéma sur le jeu, mais aussi sur le style, parce que Inglourious Basterds, on peut classifier ça comme un film de guerre, et moi j'y vois plus un western. Bon, c'est pas un avis populaire, j'ai pas découvert ça, voilà, mais on dirait beaucoup un western, et notamment par la musique, où c'est plein de musiques de western, mais qui sont déjà... qui existaient déjà en fait, notamment pas mal de musique d'Ennio Morricone, que voilà, Tarantino n'a pas pu avoir pour des compositions originales, mais il a pu l'avoir ensuite pour les 8 salopards. On lui a consacré un épisode. Puis il y a même cette scène justement où tout se met en place dans le cinéma, avec certains personnages qui mettent en marche leurs plans, certains qui les rattrapent. T'as une musique vraiment comme un train qui serait lancé en fait. Et, j'adore ça. Il y a une vraie tension dans le film. Aussi par l'absence de musique, notamment la fameuse scène du bar. Oui. On n'en dira pas trop pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais voilà, ça se joue à 3 vers. À 3 vers, comme ça. 3 églises. Et dans ce film, on a pas mal de plans qui échouent. Les Américains et les Anglais, c'est un peu déboulé à certains moments quand même. Ouais. C'est aussi un aspect, il y a quand même un sacré aspect comique dans ce film. Alors pas pour les personnages, mais pour le spectateur. Où certaines scènes deviennent assez cocasses. Et les plans qui échouent, c'est notamment un des enchaînements de scénarios qu'on retrouve tout le temps dans Barbarella. Oui. Tous ces plans, ils échouent. Ça, c'est quand même assez terrible. Elle veut faire un truc, elle se fait capturer. Mais comme tu l'as dit au début, elle se crache sur la planète, il faut faire réparer son vaisseau. Enfin, elle se fait capturer, il faut réparer son vaisseau. Elle se fait capturer par des enfants. C'est ça. Alors que c'est censé être, c'est Ethan Hunt, mais version femme, tu vois. C'est ça. Ethan Hunt du futur. Et là, voilà, elle se fait réparer son vaisseau, elle décolle, genre, vraiment, je crois qu'il n'y a même pas 10 secondes, elle se recrache. C'est censé être le top du top, quoi. Alors, tout à l'heure, tu parlais de Inglourious Basterds, qui est un peu un western. Oui. Alors, évidemment qu'à ce moment-là, il voulait faire des westerns, Tarantino, puisqu'il a enchaîné sur Django Unchained juste après. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est l'inspiration, de comment est-ce qu'il a trouvé l'inspiration pour ce film. Alors déjà, il s'inspire de Inglourious Basterds, donc sans les fautes d'orthographe, parce qu'il y a quand même 2 fautes d'orthographe dans le titre. C'est Inglourious Basterds au lieu de Inglourious Basterds, qui est un film de Enzo G. Castellari, et qui racontait l'histoire en fait des Killer Crows, qui est un groupe de noirs qui se déchaînent contre des nazis, qui se retournent contre eux. Et c'est dans ce film, dans Inglourious Basterds, donc de Tarantino, il voulait intégrer également l'équipe des Killer Crows, en plus des bâtards, pour déglinguer des nazis tous ensemble en joyeuse réunion, les noirs, les juifs contre les nazis. Il s'est dit au bout d'un moment, ça va faire un petit peu trop quand même. Et il s'est dit, dans ce film, je vais me concentrer sur la Jew Revenge, comme il dit, la revanche des juifs, et je ferai la Slave Revenge dans un autre film, qui deviendra donc Django Unchained. Tout en rajoutant le côté western assumé à fond. Et donc, c'est en ça que Inglourious Basterds et Django Unchained, c'est un peu un diptyque de revanche, en fait, contre un ancien agresseur. Et les deux avec Christopher Waltz dans des rôles merveilleux.
Et dans des rôles opposés surtout. Et dans des rôles opposés. Il est beaucoup plus sympa Ça. dans Django. Django Unchained. Oui. Et le méchant du film dans Django Unchained, c'est Leonardo DiCaprio. Oui. Et à l'origine, Tarantino voulait DiCaprio pour le rôle de Hans Landa, sauf que DiCaprio, il parle pas allemand, il parle pas italien. Je sais pas s'il parle italien, mais il parle pas français. Et du coup, il s'est dit, on va chercher quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Brad Pitt a été dégoûté à ce moment-là de ne pas pouvoir jouer avec DiCaprio, ce qu'il pourra dans le 9e film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. D'ailleurs, tu sais que tant qu'on est sur le lore tarantinesque, il y a eu un comics qui a fait suite à Django, où Django fait équipe avec Zorro. Oui. Voilà, alors je ne l'ai jamais lu. Ça a l'air cool, et de ce que disait Tarantino, il avait eu l'envie à un moment de vouloir l'adapter. J'avoue que ça aurait été sympa. Alors, mais bon, Tarantino, peut-être un peu tard maintenant. Apparemment, il veut adapter beaucoup de ses films en livres. Ouais. Et il voulait notamment écrire 2 suites à Inglourious Basterds, D'accord. qui seraient les aventures de Hans Landa et qui seraient l'histoire du détective nazi. On ne sait pas s'il le sortira un jour. Il a dit qu'apparemment, possiblement, il les écrirait, qu'elles resteraient dans son grenier et qu'à sa mort, ça serait son fils qui le publierait. Et, ok, pourquoi on pas. verra. Mais il y a déjà eu, je crois, une novélisation de Once Upon a Time in Hollywood. C'est possible. Et donc, comme on est sur l'inspiration de où ça vient, effectivement, Barbarella, à l'origine, était inspirée de Brigitte Bardot. Oui. Brigitte Bardot, qui tient le premier rôle du film Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, où à l'époque, c'était la femme de Roger Vadim. Et donc, au moment où Roger Vadim a voulu adapter Barbarella, possiblement, ça aurait été logique que Brigitte Bardot ait ce rôle-là, sauf qu'entre-temps, ils se sont séparés, il s'est mis en couple avec Jane Fonda, et c'est Jane Fonda qui a hérité du rôle. En fait, Roger Vadim, c'est un peu notre Tim Burton français. C'est ça. Il caste sa femme partout. Sauf que là, c'est vraiment le premier rôle, les gros plans, à poil. T'imagines le reste de l'équipe comme ça, genre. C'est bien Roger, mais bon, on est 15 autour, quoi. Oui, ta femme, elle est belle, mais bon... c'était quel réalisateur? C'est dur de faire le film avec une seule main, mais bon. C'était quel réalisateur aussi qui filmait sa femme comme ça, tout le temps Il y en a plein. Ah bah si, Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich. Ah bah oui. Ah oui, surtout dans, je sais plus dans quel Resident Evil, je crois que c'est le 4 ou le 5, où t'as genre 15 clones de Mila Jovovich. Elle est belle, ma femme. Hein. Voilà. Et après, il y a la fin du film, il y a sa fille qui joue sa mère. Oui, c'est ça. C'est dans le tout dernier, c'est oui. Ah, fais ce que tu veux, Paul, t'inquiète. Dans les 2 films, on a un brisage de 4e mur, un peu indirect. Alors dans Barbarella, ça se manifeste par exemple par des regards caméra. Oui. Par des prises ratées, où t'as Jane Fonda qui manque de se casser la gueule sur la patinoire qui sert de décor, ou des enfants qui se marrent quand ils sont capturés dans les filets. Oui. Dans Inglourious Basterds, on a une scène comme ça, où c'est un caméo de Enzo G. Castellari, qui a donc réalisé le film original Inglourious Basterds, qui se marre en fond dans la scène du Buongiorno Gorlami. Voilà. Bah, en fait, il est derrière, il est en train de se marrer en fond. D'accord. Un autre brisage de 4e mur indirect, c'est quand le film s'arrête d'être un film et commence à vouloir raconter d'autres choses. Notamment, je pense à la scène où ils expliquent pourquoi les péloches, ça brûle. Oui. C'est vraiment, on coupe le film, on t'explique, en fait les péloches ça brûle, on te met des extraits de films. C'est ça. C'est même pas comme si c'était comme au début quand il y a le flashback sur qui est Hugo Stiglitz. D'ailleurs, le narrateur c'est Samuel L. Jackson. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que là c'est vraiment juste alors. Pourquoi la pellicule c'est inflammable? Après c'est utile parce que je pense que la plupart des gens ne le savaient pas. Même moi je ne le savais pas avant de voir le film. Mais c'est vraiment un exercice enfin c'est vraiment pour le style parce que Shoshana aurait pu dire vu que la péloche c'est très inflammable, on va pouvoir faire brûler le... C'est ça. Voilà. Et en fait, bon, pourquoi pas. C'est une utilisation astucieuse du show don't tell, comme il fait plusieurs fois dans le film où il met des inserts. Par exemple, comment sous-entendre que Goebbels se couche avec son interprète française? Oui. Bah on le montre. Il y a un plan de 5 secondes. Juste un plan. Surtout qu'en plus, sur la séquence avec la pellicule, il y a des plans sur la pellicule qui pourraient être les bobines qu'elle a dans sa réserve, mais tu as vraiment une image d'archive que je suppose réelle, de quelqu'un qui veut prendre le tramway avec une sacoche de pellicule et le... Mais c'est pas un extrait de film justement? Je pense que c'est un extrait de film. Je sais pas, peut-être, ou en tout cas, que ce soit la vraie vie ou un autre film, où le chauffeur du tram lui dit non, descends... c'est transflammable, c'est dangereux. Et il y a un autre passage auquel je pense dans ces inserts un peu comme ça, c'est quand ils arrivent dans le théâtre, qu'ils s'assoient, et comment est-ce qu'on sous-entend qu'ils ont des bombes autour des jambes? En fait, on va juste te mettre un encart avec... où on te montre les bombes autour des jambes. Ouais, comme en Rayon X. Ouais.
Je trouve ça hyper astucieux. Ça, je dirais pas que c'est du cassage de quatrième mur, mais plus Non, mais du style. en fait, c'est du style, mais c'est un moment où le film s'adresse au spectateur. Oui, ça rompt avec le style, en tout cas, C'est ça. du film. Mais c'est une manière hyper astucieuse, en fait, de raconter ça. Comme une façon plus classique, on va dire, mais c'est la discussion au début. Comment dire qu'il y a des juifs sous le parquet avant que Hans le découvre. On les filme sous le parquet, comme ça. Pareil, il y a des inserts pour te mettre les noms des gens connus, quand des gens connus, des nazis célèbres quand ils arrivent à la soirée. Voilà. Au Hugo Stiglitz, quand il y a l'arrêt sur image avec un gros riff de guitare, le comme ça, j'aime bien. Il y a quand on parle de gros riff de guitare, il y a un truc que fait beaucoup Tarantino, c'est de mettre de la musique en décalage. Là, pour le coup, c'est complètement anachronique parce qu'il met du David Bowie. Quand Shoshana se met son maquillage et tout, c'est David Bowie, c'est Capipol, je crois, la musique. Et donc c'est du rock and roll. En plus, c'est une vieille chanson de David Bowie, enfin une vieille. Non, justement, c'est une récente, donc c'est même pas une chanson des années 70. Comme dans Django, où il a mis du Rick Ross, donc du gros rap, du lourd rap, sur un film qui se passe en 1700 et quelques, quoi. Donc c'est... Oui, mais comme c'est pas un tragédietique, non, voilà. on s'en fout. Non, bien sûr. Non, mais c'est, je veux dire, alors, généralement dans les films historiques ou de période, on essaie de mettre des musiques adaptées. Ou alors c'est réservé aux bandes annonces. Non, mais justement, moi j'aime bien ce décalage-là. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un gimmick. On fait ce qu'on veut. C'est partie des gimmicks de style. Ouais. C'est du cinéma, on fait ce qu'on veut en fait. C'est comme le générique de Barbarella, où t'as les crédits qui sortent, par exemple, Barbarella enlève son casque, et il y a le nom du réalisateur qui va sortir de sa combinaison, et ensuite qui va s'afficher à l'écran. D'ailleurs, je crois que... Parce que j'ai revu le générique, il me semble que un des compositeurs de la musique, c'est un des guitaristes des Rolling Stones. C'est possible. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est que le groupe Duran Duran s'est inspiré de Barbarella pour leur nom de groupe Duran Duran. J'avais vu ça, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bientôt, peut-être qu'un jour, on aura les Dildano en concert à pause-guitare, je ne sais pas, mais... Ah, l'enfer. Ce qu'on retrouve quand même dans les deux films, c'est un plaisir de filmer de la part du réalisateur, je trouve. Oui. Alors évidemment, pour Roger Vadim, c'est facile. Il filme sa femme, il fait des gros plans sur ses fesses et sur toutes les parties de son corps. Mais notamment avec Tarantino, c'est les moments où il dégomme des nazis à grands coups de mitrailleuse dans leur gueule. Notamment Hitler et Goebbels. On peut spoiler maintenant. Voilà, la scène où Hitler et Goebbels se font fumer. Ça dure comme ça, ils se prennent plein de balles. Voilà, ils sont déchiquetés par des MP40. Ils se font complètement déchiqueter. On sent que il y a un plaisir, un déchaînement qu'on a attendu pendant tout le film, comme dans Django, un peu comme dans Les 8 salopards, mais comme dans Django quand il se met à mitrailler tout le monde. C'est ça. Et encore une fois, c'est Tarantino, donc il fait souvent appel aux mêmes personnes, mais encore une fois, les effets pratiques de KNB FX, qui sont les gens qui ont fait les zombies de Walking Dead et tout, et plein de films de Tarantino. Donc toujours, il y a plein de scènes comme ça dans Inglourious Basterds, je me souviens. Pourtant, en vrai, j'ai pas trop de soucis avec le gore dans le film, même des fois ça me fait rire. Par exemple, Terrifier, tu vois, c'est vraiment très très gore, mais bon, je dis pas que je me suis marré devant, mais je vais pas vomir, quoi. Mais le flashback sur Hugo Stiglitz quand il met sa main dans la bouche de l'officier allemand, ça m'a toujours... tu fais ouf. C'est quand même. Je sais pas si c'est sound design ou quoi qui fait que il y a un côté plus dérangeant, mais ouais. Même quand Brad Pitt il met son doigt dans la blessure de Diane Kruger. Alors c'est pas spécialement dégueu, mais c'est partie des blessures de cinéma où tu peux t'identifier. C'est un peu comme par exemple quelqu'un qui va se faire exploser la tête au fusil à pompe. Pas de souci, tu vois. Je m'en fous. Quelqu'un qui se prend un coup dans les couilles. Bon, là, tu t'identifies. Mais par exemple, une scène qui va se passer à l'hôpital où quelqu'un va se faire ouvrir le bide, mais juste parce qu'il se fait retirer, je sais pas, l'appendicite, je vais être Donc c'est très paradoxal, mais je pense que c'est juste parce que c'est des douleurs ou des situations auxquelles tu peux t'identifier. Parce qu'en a priori, c'est pas tous les jours que tu vas te faire exploser la tête au fusil à pompe. Alors qu'une opération à l'hôpital, ça peut arriver n'importe quand, quoi. Et du coup, voilà, c'est très bizarre. Et aussi quand... les nazis ceux qui ne se font pas tuer par les bâtards se font graver, on va dire, une croix gammée sur le front pour qu'on les reconnaisse même après la guerre. Et là, c'est vrai que en plus le couteau de Brad Pitt, il est voilà, c'est celui de Rambo presque, hein, donc, on peut dire que c'est mérité, mais ça fait mal quand même. C'est mérité. Oui. Après, en autre scène dérangeante, c'est toutes les scènes avec Hans Landa. Globalement, il est incroyable, mais
il crée une tension à chaque fois qu'il arrive. Ouais. C'est quand même assez fou. Et notamment dans la scène d'introduction, quand il boit du lait. Ouais. Pourquoi du lait ? Alors pourquoi du lait ? C'est une référence directe à Orange Mécanique, Ah, bah oui. évidemment. Oui. Et en fait, où ça crée totalement une perturbation, où t'es en mode, tu sais, un méchant, ça boit du whisky, ça boit un truc. Non, là, il boit du lait, donc c'est encore plus perturbant. Oui. En fait, à chaque fois qu'on voit des personnages méchants boire du lait, Oui. comme Homelander dans The Boys, Oui. ou référence dans Steak de Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey, Ok. C'est deep. Hein. personne n'aura ce ref. Mais en tout cas, voilà, boire du lait, c'est un truc qui dissonne complètement et ça rajoute un malaise Oui. dans le film. Parce qu'il y a ce côté un peu dense. En plus, là, tu sais, c'est du lait de la ferme, donc c'est du lait un peu brut, entre guillemets, tu vois, qui est bien épais et tout. Et puis, il y a ce côté toujours un peu creep où, quand il arrive dans la ferme au début, il parle au père, donc à Denis Ménochet, mais aussi les 3 filles, dont il y a Léa Seydoux, dans un de ses premiers rôles, je crois, au cinéma. D'ailleurs. Possible. Même après, à la fin du film, quand il demande à Diane Kruger, j'oublie à chaque fois son nom, de venir dans son bureau avec elle pour lui faire essayer la chaussure qu'il a trouvée dans le bar. Elle est terrible, cette scène. Tu peux te dire, c'est juste un mec un peu chelou qui a un fantasme sur une actrice connue, parce que le personnage de Diane Kruger est une actrice dans le film, et juste, il abuse de son pouvoir pour assouvir ses fantasmes. Mais en fait, non, c'est pire que ça, parce que c'était juste une façon de prouver que c'était bien elle, Après, la top et de la tuer. Dans le contexte du film, tu sais très bien pourquoi il fait ça. Voilà, non mais pour le personnage de Diane Kruger, tu vois. Ah oui, pour le personnage, Au oui. début, elle doit peut-être se dire, c'est juste il veut me toucher ou je sais pas quoi, et en fait, après, elle comprend que, merde. Oui. Mais d'ailleurs, les plans où le personnage de Diane Kruger est à terre et qu'il y a les mains comme ça qui l'étranglent, c'est pas les mains de Christophe Waltz, c'est les mains de Tarantino. Oui, à ce moment-là, c'est peut-être pour assouvir un fantasme chelou sur une actrice connue. Non, sinon il aurait serré les chevilles, je pense. C'est vrai. D'ailleurs, Tarantino il fait un deuxième caméo, entre guillemets, dans le film. La toute première scène où on voit les bâtards scalper des nazis, un des nazis qu'on voit à terre et qu'on voit se faire découper, c'est Tarantino. D'accord. Voilà. Ok. Parce que justement, c'est un des films où il fait pas de caméo comme il en faisait avant. Voilà. Mais du coup, il en fait un. C'est un cadavre, techniquement, Ouais. mais il en fait un. Ok. Il se fait scalper. Ouais. On va dire, c'est. Donnant. Il y a une réplique de Diane Kruger dans le film que j'adore, qu'elle dit avec un dédain pas possible. Oui. Can you Americans speak another language than English? C'est ça. Parce qu'ils veulent s'infiltrer dans le soirée cinéma en se faisant passer pour des cinéastes italiens. Et il se trouve que celui qui parle le mieux italien, c'est Aldo Rain. Voilà, c'est Brad Pitt. Et il parle aussi bien italien que moi, je parle cantonais. Donc, c'est à mourir de rire. Et du coup, cette scène qui donne lieu au fameux Buongiorno, Oui. Gorlami, Gorlami. Oui. Antonio Te Cocco. et avec Hans Landa, qui en fait parle aussi très très bien italien, bien sûr. Et qui donne une tension folle à la scène, parce qu'il sait que tout le monde est en train de mentir et qu'il va juste vouloir tous les zigouiller. Et en fait, non, il a encore son plan à lui, quoi. Un plan éclaté au sol, d'ailleurs. C'est une très mauvaise idée, en soi. Non, parce que ça aurait pas été Aldo Rain, ça serait passé sûrement crème. Hein. Ah, quand même. Et des nazis qui ont été récupérés par l'URSS ou par les États-Unis après la guerre, il y en a eu. Hein, donc, je sais pas. Je trouve que de compter sur juste, on s'est mis d'accord sur un truc et ils vont pas me la foutre à l'envers, Bah oui, parce il leur fait quand même beaucoup confiance. Quoi. Bah parce que il y a Con Martial, il y a les supérieurs, enfin c'est pas... Ouais, il a trop confiance peut-être. Il est tellement arrogant qu'il pense qu'il peut... Ouais. qu'il est trop fort. C'est l'idée, mais bon, c'est couillu, quoi, on va dire. Après, voilà, je l'aurais pas tenté avec Aldo Rain, mais putain, d'ailleurs j'adore cette scène où justement Brad Pitt se fait enlever, qu'il a un sac sur la tête et que Hans Landa est en mode je vous ai enfin, qu'il le touche à peine, que l'autre il sursaute et il fait vous avez t'as faim, enfin je t'ai feinté, enfin je t'ai fait caler quoi, enfin t'as bougé, et Brad Pitt arrive, il fait une espèce d'immense coup de boule. Sound design et tout. C'est satisfaisant de voir des nazis se faire une espèce d'immense coup. Même Zidane il a pas mis celui-là. C'était pas mal. Voilà. Et donc pour conclure, on a deux films très très différents de par leur style, de par l'époque à laquelle ils se déroulent et de par leur ton. Mais deux films tout de même, on a une ouverture qui reste absolument dans les mémoires. Deux films où on lutte contre un empire tyrannique un peu à sa manière, un peu avec les moyens du bord. Deux films sur le traumatisme, sur la vengeance. Sur la résistance aussi. Sur la résistance, tout à fait.
Et c'est donc ainsi que se termine ce 20e épisode de Rien à voir les films. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour la prochaine fois, on parlera de Cinéma Paradiso et de L'Armée des 12 singes, 12 Monkeys en version originale. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Inglourious Basterds sur Prime Video et Barbarella en vidéo à la demande un peu n'importe où. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, bye. Salut. Can you Americans speak any other language than English? Le compas gyroscopique ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien à faire? Confirmé. Grazie. Si. Bretto. Pour l'armée. Je suis Dildano, chef des forces révolutionnaires. Ceci est notre quartier général. Nein, 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 nein! Der meine Männer mit einem Prügeltod schlägt, den man Bärenjude nennt. Je pourrais certainement vous obtenir une récompense de mon gouvernement. Je vais vous dire ce que j'aimerais. Je crois que je le sais. Fucking ball game! He went yacht on that one! On the fucking Lansdowne Street! You!